Oh là là, Mathieu, un autre épisode qui commence. Et là, t'as des notes aujourd'hui. C'est la première fois, hein, pour ceux qui sont en audio. Vous ne voyez pas, mais j'ai jamais de notes. Non, t'as une mémoire phénoménale. Là, j'ai des notes. C'est éparpillé. C'est incompréhensible. Même, comme je t'ai dit, il y a un truc, j'ai noté bague de mariage, point d'interrogation, dans Blue Velvet. J'ai aucun souvenir pourquoi j'ai écrit ça. Ben, toi, t'as vraiment pris des notes sur le moment que tu voyais les films. Ouais, cette feuille-là. Le reste, là, c'était plus de la réflexion. Mais ouais, j'ai essayé de prendre des notes pour noter le subconscient. Fait que c'est comme des notes subconscientes de son subconscient. Fait que ça se donnait bague de mariage. Et arrivée de Dennis Hopper, What the fuck, Callis, mais ça, on va en revenir. Ça, c'est sûr qu'on en parle. Ceux qui ne savaient pas, on parle de David Lynch pendant cet épisode-là. Moi, j'ai toujours des notes. Je suis un petit gars rangé, très studieux. Mais là, mes notes sont confuses, comme à l'image aussi de son cinéma. On se cachera pas. J'avais très hâte de parler de David Lynch, mais je pense que ça prenait une couple d'épisodes derrière la cravate pour peut-être être prêt à l'aborder. Oui, écoute, mais c'est sûr, c'est un cadeau pour toi que je te fais. Oui, c'est ça, faut le mentionner. Je suis un peu fatiguant avec ça, mais pas... Non, j'ai pas si insisté, sachant... T'es un fanboy, assume. Je suis un fan de David Lynch. Dans la clique. Non, c'est ça l'affaire. Je pense pas que je suis dans la clique. On définira la clique si elle existe, là. Mais je suis conscient que avec cette bébête-là qu'est David Lynch, ses films, c'est pas des films... passe-partout que tu suggères à quelqu'un qui te demande T'as-tu vu de quoi de bon? T'as-tu quelque chose à me suggérer? C'est pas la carte que je sors en premier. Non, si quelqu'un me parle de son intérêt, j'ai vu Blue Velvet, tu me conseilles quoi d'autre? Évidemment, si la porte est ouverte. Puis pour l'émission, c'était sûr que c'était. Je dis l'émission, hein? C'est un podcast, mais c'est un show. C'était un must. Fallait absolument l'aborder. Sûrement que vous êtes plusieurs à l'aimer aussi ou à le détester ou espèce de sentiment love-hate. Parce que c'est un monument ou c'est quelqu'un qui a vraiment marqué le cinéma contemporain des 30 dernières années et plus. Donc, il fallait en parler, mais quand même, sachant que toi, ton lien avec Lynch n'est pas le même que moi, mais pas du tout. Non. Moi, je suis dans l'amour-haine. OK, il y a un peu d'amour. Un peu d'amour. Ici, là, il y a des affaires. Des affaires, je suis comme, Seigneur. Mais c'est ça qui est la beauté de, tu sais, ici, dans le sens que ça se peut que je nomme des trucs qui me plaisent pas, mais que je pense vont amener des... En tout cas, on va avoir des discussions. Puis, tu sais, l'idée, c'est que on n'est pas comme un podcast de review, genre, dans le sens que je suis pas ici de faire, c'est la merde, puis ça, puis je pointe des trucs, puis... on est là pour essayer de faire découvrir des réals. Et moi, en fait, je suis ici pour apprendre. Comme je t'ai dit, je vais essayer de comprendre le buzz. Le buzz, je comprends par bout, je comprends pas par d'autres, mais c'est ça, c'est intéressant à explorer dans le contexte de notre podcast. Ouais, il y a beaucoup de choses à décortiquer. Je comprends pas tout. Ça va être le fun de passer une heure dans son monde. Puis moi, je me suis retapé tous ses films. T'en as écouté plusieurs pour la première fois dans la dernière semaine. Oui, parce que moi j'avais... T'avais déjà vu Mulholland Drive? Mulholland Drive, écoute ça, ça sorti de 2001. Fait que j'avais 16. Je l'ai peut-être vu à 17, pour vrai, 18. Ouais. J'avais lu au dépanneur. Parce que, tu sais, il y avait comme un buzz autour de ce film-là. C'était aux Oscars, il me semble. Il y a eu quelques nominations, mais tu sais... très peu, mais je pense qu'ils n'ont pas gagné, mais tu sais... Puis moi, je commençais à m'intéresser. OK, puis là, tu sais, ça vendait un peu thriller à faire. Je tripais, oui. Puis je me rappelle, tu sais, j'étais chez mes parents. Je me rappelle avoir vu le film. Puis là, quand il a fini, je me suis dit, est-ce que j'ai dormi? Genre, est-ce que j'ai manqué un bout? Je pense que Lynch serait content d'entendre ça. Puis je pense que c'est ce qui décrit la patente de l'œuvre. Mais tu sais, c'est vraiment comme, je me rappelle clairement, je me souviens pas m'être endormi parce que j'ai manqué quelque chose. Genre, le film est fini, je suis juste comme... What the fuck? Elephant Man, après, ça, je l'ai vu, que moins rapport, mais que est une commande, en fait. Mais qui est une commande, de Mel Brooks. Mel Brooks, c'est ça. Curieux, mais qui fit quand même... on dirait que ça fit plus que Dune, mettons. Oui, effectivement. Il y a plus un lien, l'espèce d'étrangeté, tu sais, le bizarroïde, le semi-horreur corporel, le noir et blanc, travaille sur le son. Il y a beaucoup de liens à faire avec Eraserhead. Ouais, avec Eraserhead, c'est ça.
T'avais vu Twin Peaks aussi, la série? Oui, Twin Peaks. Ça, tu vois, ça a fait partie de mon amour-reine. Et là, quand on va rentrer là-dedans... On n'aura pas le choix parce que c'est peut-être la première fois qu'on parlait d'une série télé dans ce podcast-là, mais c'est comme quand même majeur dans sa carrière, puis c'est cinématographique en même temps. Il y a un film qui a été dérivé de tout ça. Fait que, tu sais... Ouais, puis c'est dans la suite de tout ce qu'il a fait. Tu sais, c'est pas un truc à côté qui est comme random, là, tu sais, c'est comme Sabile, là, tu sais, tu vas vraiment entre Blue Velvet et Lost Highway. Wild at Heart, là, qui a fait pendant ça. Là, mais tu sais, je veux dire, on dirait que c'est comme la pièce entre les deux, tu sais. Twin Peaks, tu vas comme, ça fit entre ces deux bébites-là, tu sais. Mais moi, je veux clarifier une affaire. Le fanboy que tu as dit... Bon, je l'ai choqué. Non, mais c'est juste qu'il y a des gens, puis j'imagine que sur Reddit, c'est plein de trends là-dessus, puis sur Internet en général, de gens qui sont en pamoison devant lui, il lit dehors, c'est un génie. Et moi, je ne considère pas que c'est un génie, ou du moins, si c'est un génie, tous les autres réalisateurs qu'on a parlé sont des génies aussi, parce que, tu sais, il n'est pas plus spécial, il est très unique. Puis je mets une nuance parce qu'il y a des affaires que moi, j'adore de lui. Il y a des affaires que je déteste de lui. Et des fois, c'est dans la même œuvre. Des fois, c'est heureusement des œuvres complètement séparées. Donc, je suis assez vendu parce que je suis fasciné par ce qu'il apporte. Évidemment, on est fasciné par ce qu'on comprend pas toujours, mais des fois, l'absence d'explication me dérange moins. J'aime le feel, j'aime le mood, j'aime la créativité de cet homme-là. Parce que c'est aussi quelqu'un qui est un expérimentaliste dans tout. Il fait de la peinture, il fait de la musique, il a fait du dessin. Il dit la météo sur YouTube. Il dit la météo sur YouTube. À tous les jours, ça fait quoi? C'est-tu à tous les jours? Depuis quelques années? Ça fait, mais je pense que c'est comme 12 ans. Là. Puis là, je veux pas dire n'importe quoi. Là, c'est peut-être un peu, c'est moins, mais ça fait des années parce que tu le regardes, tu sais, les enfants encore récemment. Il a peut-être arrêté, reparti, là, parce que je n'ai vu que, tu sais, il a l'air plus jeune, là, plus comme l'année Mulholland Drive. Puis là, il en fait encore. Il est comme au bord de la fenêtre chez eux. Puis comme, il fait c'est soleil. tout, hein? Il n'y a pas de... Non. Puis il souhaite bonne journée. Comme, have a Cheerio, Julie. Super comme 50s un peu. Qui revient souvent dans son truc, là, mais complètement pété. Puis le monde, il y a des milliers de vues. Puis le monde dit, bonne journée. C'est comme ça sec, genre. Oui. C'est ça, quelque chose d'un peu sec. Il y a un côté sec, comme un peu fucked up, que tu fais... Les gens le suivent, peu importe. C'est nice d'un côté, puis l'autre bord, c'est comme cool, mais essayez pas de me rentrer dedans. Comme, si vous êtes heureux avec ça, moi je suis content, mais tu sais, c'est ça. Il y a des affaires, mais tu sais, ça me fait rire l'affaire de la météo. Mais tu sais, je parle drôle. Plus de comme des fois, le côté fanboy, c'est sûr qu'ils sont un peu plus intenses. Comme, mais là, tu sais, calme, toi, t'as le droit d'aimer ça. Puis, c'est ça. Mais Lynch, je pense, c'est quelqu'un, c'est ça, qu'il y a peu de zones grises. Les gens adorent. Les gens... mais tu sais, comme à Cannes, justement, Wild at Heart s'est pas fait huer. Et là, oui. Il a gagné la palme. La palme d'or s'est fait huer. Roger Ebert le démoli. C'est démoli pour finalement l'encenser plus tard. Pas le même film, mais sur Mulholland Drive. Mais moi, je l'ai découvert sur le tard, tu sais, dans mes études de cinéma. Puis... Quand je regarde en lisant un peu sur lui, je regarde, mettons, la liste des films qui l'ont influencé ou les réalisateurs qu'il aime, puis c'est beaucoup les mêmes que moi j'aime. On parle de Kubrick, on parle de Hitchcock, Billy Wilder, j'en oublie peut-être Bergman avec Persona. C'est comme, c'est des films que moi j'aime. Fellini, 8,5, c'est un de mes films préférés. Il y a des films que j'adore qui l'ont inspiré aussi. Fait que ça doit transparaître un peu dans son œuvre. Il doit y avoir un lien là-dedans. Mais on peut commencer avec Eraserhead que tu as vu aussi. Oui, juste avant de t'en venir. Fait que là, t'es encore t'es sur le choc. Oui, non, parce que veux pas... j'en savais quand même beaucoup. Je veux dire, c'est un film, c'est 77. 77. Quand même iconique. Fait que tu sais... le bébé, c'est des trucs qu'on imagerie assez connus dans le cinéma. Qui a comme été, c'est ça, qui a quand même été ancré dans une certaine culture pop, ou en tout cas qu'il y a des gens dans le cercle plus cinéphile qui c'est nommé, c'est dit, puis j'ai vu des images, j'ai vu juste des screenshots. À un moment donné, c'est que ça pop partout. Fait j'ai pas été choqué. Mais ce qui m'a choqué, en fait, c'est que je pense que c'est mon film préféré. C'est lui que j'ai le plus aimé d'un bout à l'autre. J'ai vraiment pas presque pas décroché, mais c'est lui que
qui m'a accroché dès le départ, puis que tout le long, j'étais comme, ah ouais, j'aime ça. Il y a une vibe très unique, puis même si c'est très lent, c'est extrêmement lent, puis ça joue sur ta patience. Je pense que ça va revenir. Ça va revenir. Il joue sa patience dans tous ses films. Ouais, c'est challengeant, mais il y a quelque chose qui est très homogène, qui avec le son, là, évidemment, qui est une grande part du film, qui te hook assez rapidement si t'aimes le style. Ouais. Le noir et blanc est super beau. En même temps, c'est super gritty. Le room tone, super exagéré. Tu sais, je veux dire, ce film-là est un rêve au complet. Là, c'est comme ce qu'il fera pas à... Pas toujours, là. Ben, en tout cas, tu sais, des fois, c'est un rêve, mais il est plus dans la normalité. Là, c'est une bulle tellement claire. De folie, là, de la première image à la dernière. Tu fais comme, OK, j'embarque là, je suis dans ça. Puis l'affaire, c'est que le thème, à comparer peut-être des fois, ou l'histoire, en fait, à comparer les autres, est plus quand même clair. Là, plus simple. C'est simple. C'est juste l'imagerie qui est folle, puis que, mais tu sais, je veux dire, on comprend dès le départ que c'est toute sa peur d'être père. Oui, exactement. Ses craintes de pas être, tu sais, quand le bébé est comme, bon, on cache pas qu'il est malade, mais il met un thermomètre, puis là, ça le rend malade. Mais tu sais, c'est ça, c'est toute la graine de comme, j'aimerais ça en prendre soin, mais je rends malade le bébé, puis là, c'est tout comme. Fait que je trouvais que c'était plus clair. Tu sais, c'est juste qu'il y a des moments chien, mais en même temps, il y a comme la base de. T'sais, même si c'est une bulle qui n'a pas nécessairement refait dans les autres. Tel quel, oui. Mais il y a comme. Tout est presque là. Oui, il y a plein d'infos qui sont déjà là, effectivement. C'est comme les clés de tout son univers est là. Ouais, dans l'interprétation des personnages, les personnages secondaires, la belle famille autour de la table qui rit, beaucoup trop exagéré, crispé, mais c'est un peu semi-horreur par moment, dans le design visuel et sonore, évidemment, le plancher avec les lignes, ou le plancher en zigzag. Exactement. Qui est comme marqué Twin Peaks, mais qu'on voit, ce motif-là revient dans d'autres. Là. Ben, tout comme les rideaux rouges. Mais il y a beaucoup l'idée de la mise en scène, tu sais, de nous faire rappeler que tout ça n'est pas vrai. Puis là, ça, l'idée théâtrale, c'est comme, il y a des rideaux, c'est un théâtre, c'est une mise en scène, c'est pas vrai. Parce que même dans Mulholland Drive, il va jusqu'à être méta et le dire, tu sais, quand ils vont voir le spectacle, puis le gars fait comme, ce n'est qu'une illusion. Ouais. C'est un tape qui joue, c'est pas vrai. Il joue pas la trompette pour vrai, ouais. Puis là, après ça, la fille chante, t'es comme, ah, c'est hot, puis là, elle tombe, c'est vrai, il nous l'a dit. Il l'a dit. C'est pas vrai, il n'y a rien de vrai. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense, c'est tout le temps un de ses cues de nous montrer que là, soit on va dans un monde. C'est ça. Quand les rideaux sont là, c'est comme, c'est pas vrai. Là, c'est comme soit un rêve, soit une fantaisie, une extraction. En tout cas, c'est ce que je pense de la patente. Là. Ouais, non, t'as raison. Puis s'il y a une phrase que j'essaierais de résumer. Je peux pas résumer en une phrase, mais il y a quelque chose qui revient souvent. En plus, je l'ai comme mis dans mes mots, mais son cinéma, là, c'est comme l'idée d'un monde caché derrière une espèce de normalité, derrière, on pourrait même dire, l'Amérique parfaite ou idéalisée. Quand on creuse, quand on fouille, on s'approche, on zoom in, il va souvent faire des zoom in très lents dans un trou, dans une oreille, dans un trou de mur, un calorifère, n'importe quoi. C'est juste que, puis là, ça s'assombrit. Et là, on voit le revers des gens, de ces personnages, mais aussi de la société, à quel point ils peuvent être violents, pervers, macabres et tout. Ça, je pense que ça résume presque tous ces films. C'est beaucoup ça, tu sais. Ouais, il y a tout le temps le côté sombre de l'humanité, là. Puis moi, c'est ça, j'ai noté un truc, puis c'est très Kafka. Intéressant que tu amènes ça. Pourquoi? Ben non, j'avais jamais pensé. Tu penses que je sais pas lire? Non, mais j'avais jamais pensé. Mais ça, c'est pas moi. Non, j'ai lu quelque chose, mais à un moment donné, j'étais allé lire sur Kafka, puis j'ai fait « Oh shit ». C'est clairement pas dans le même style, mais il y a beaucoup le manque d'espoir dans Kafka. Ouais. L'homme avalé dans un... Il va montrer la laideur parce que t'as la nouvelle, la métamorphose, qui est comme... On peut faire des liens avec Elephant Man, des affaires de l'espèce de l'homme qui devient un monstre. Avec Razorhead aussi. Là. Et que, Razorhead, mais il y a le monstre caché. C'est un peu ça qui montre sans être visuel tout le temps. Non, mais pour banter ce que tu dis, l'espèce de... Le monstre humain...
il va tout le temps être là, puis il va fouiller là-dedans, puis tout le côté de l'absurdité de cette existence-là. Mais c'est une grosse critique aussi je pense, des États-Unis beaucoup profonde là, de ce que j'ai cru comprendre. Tu sais, lui, j'avais vu dans un truc, il disait que lui, tu sais, avait une enfance super cool, super comme cosy, puis je pense qu'il se sentait dans une espèce de bulle, il était dans un petit village, je sais pas quoi. Puis il a beaucoup déménagé. Il a fait plein d'États. C'est à cause de la job de son père. Fait que c'est ça, il a eu de la misère à faire des ennemis. Ouais, ça explique tout ça, non? Non, mais il a dû être très seul. Ouais, puis il s'inventait un monde. Ouais. Mais je pense aussi qu'il a été confronté à, après ça, voir de la violence, voir des trucs violents, puis tu sais, je pense que ça a créé un disconnect de comme, il me semble, ma bulle. Tu sais, les villages, c'était beau, c'était, mais le monde se tuait. Puis c'est ça, je pense qu'il est tout le temps dans ce réflexe-là de faire comme qui je vais aller voir ça parce que je comprends pas puis ça me fascine. Fait qu'il rentre là-dedans. T'sais. Qui est très nostalgique des années 50, tu sais. Puis ces années, c'est là qu'il était enfant. Il est né en 46. Fait que tu sais, les années 50, ça lui rappelle son enfance. Puis il y a souvent un côté rétro dans ses films, même s'il y en a presque pas qui se passe des années 50, peut-être même aucun, mais il y a toujours une espèce de nostalgie. Blue Velvet, c'est les années 80, mais t'as une imagerie ou Wild at Heart avec Elvis. Mais tu sais, Blue Velvet, si tu vraiment dit que c'est années 80, non, je pense même pas que c'est dit, justement. C'est parce que c'est qu'on dirait que c'est années 80, mais la manière que les gens sont habillés juste un peu off, que ça a l'air 50, mais c'est pas de l'air. Non, effectivement, ouais. Puis Wild at Heart aussi, il y a comme quelque chose de... Tu sais, parce qu'on s'entend que Nicolas Cage joue d'Elvis Presley complètement pété. Là, tu sais, quand je pensais à ça, tu sais, tous les autres réals, tu te dis, OK, c'est qui lui? OK, c'est un réal visuel. Tu sais, OK, c'est ça qu'il fait. Lui, c'est comme, il y a des affaires, mais c'est pas tant ça. Puis c'est la somme de tout. Mais je pense qu'un des trucs, puis c'est un des trucs, je pense, c'est pour ça que c'est dur à expliquer c'est quoi être lynché. C'est l'espèce de, on l'a comme nommé un peu, là, mais l'espèce de... Tu regardes, ça a l'air normal, mais c'est pas tout à fait normal. Puis c'est pas tout à fait normal-là te fait sentir pas bien. Ouais. L'espèce de... Des fois, c'est un dialogue qui est bien normal, mais il y a juste une pause un peu trop longue, un regard un peu trop long, puis là, t'es comme... Ah! Puis là, il va amplifier un moment donné quand ça devient dans un cauchemar, mais de base... C'est un peu off, mais tu te dis, c'est-tu vraiment notre monde? C'est facile à reconnaître. Tu fais, ça, c'est un moment lynchéen. C'est un cliché lui-même. Ou tu sais, là, tu le spots, tu fais, ça, j'aime ça de lui. Mais c'est dur à expliquer quand même, tu sais. On peut quasiment passer à Blue Velvet tout de suite. Ce qui est comme peut-être son premier... Ben, Eraserhead, c'est évidemment son premier film très personnel, évidemment, mais moindre budget, tu sais. Je veux pas, à Elephant Man, il y a eu des nominations comme meilleur réalisateur, tu sais. Ça lui a certainement donné un nom. Il y a eu le flop de Dune, mais après ça, là, il a fait vraiment ce qui a établi... le reste, le reste, là, effectivement. Dans un film que moi, j'adore, qui est... vraiment pas son plus compliqué, même peut-être son plus accessible. Ouais. Parce que, somme toute, tu suis... c'est assez narratif, tu sais. C'est juste... Il y a une étrangeté, il y a un mode qui est assez unique, mais le récit n'est pas segmenté, il n'est pas... c'est linéaire, quand même. Ouais, parce que... puis en fait, c'est comme quasiment 3 actes. En fait, c'est comme le début, qui est comme un peu en quête... On commence film noir avec une enquête. Là, il rentre dans le mood film noir. Là, ça me plaît énormément, je l'ai déjà dit. Puis c'est peut-être pour ça que je connecte beaucoup, parce qu'il en a fait, c'est presque tous ces films à partir de là sont presque tous des films noirs. Là. Puis aussi, c'est que c'est le maître du changement de tonalité. Mais ce film-là, c'est ça, t'as l'idée que ça part... film noir, là, t'as comme l'espèce de cauchemar parenthèse en plein milieu, mais qui est dans la continuité, là, qui n'est pas une affaire totalement random, c'est juste que ça devient hyper violent, hyper comme... on part dans un délire. Là. Et la parenthèse se referme et ça se recalme. Pour conclure l'histoire, on revient avec Laura Dern aussi, on la ramène dans l'histoire, puis on... C'est vrai. C'est vraiment une bulle au milieu où que le personnage de Kyle MacLachlan est embarqué, est pris là-dedans parce qu'il s'est avancé un peu trop loin dans son voyeurisme. Pour expliquer l'histoire, c'est un jeune homme qui va découvrir une oreille par terre dans un parc humaine. Il va la porter chez le voisin qui est un inspecteur de police. Mais il est trop curieux, fait qu'il veut quand même poursuivre son enquête lui-même. En tout bon film noir. Ouais, exactement. On fait l'enquête nous-mêmes. Ouais.
Il va collecter, il va prendre contact avec la fille du détective, qui est Laura Dern, qui, elle entend des choses, veut pas, dans la même maison, son bureau est en dessous de sa chambre, whatever. Fait que là, elle donne des inputs, puis là, il réussit à isoler un appartement où peut-être il y a des trucs qui proviendraient, il y a des affaires weird, et là, lui, il part à essayer de rentrer par infraction et enquêter. Ouais, c'est ça, tu sais, puis... Tu le dis, on dirait que je cliquais pas en l'écoutant parce que tu es comme tellement dans la violence de ce qui se passe dans toute sa patente-là, mais c'est vrai, le voyeurisme, c'est comme, tu sais, justement, Hitchcock, Rear Window, mais comme... Mais t'es dedans. Mais c'est ça, c'est comme, il est pas à distance, il est dans l'appart. Quand ça reste entre les murs de cet appartement-là, de l'extérieur, il n'y a rien de weird, tu sais. Mais si tu t'émisses par infraction, tu rentres là, tu vas être témoin de justement toute la vulnérabilité de ce personnage-là, puis de l'emprise sous laquelle elle est. Parce que là, il y a le personnage de Dennis Hopper. Il y a tellement de monde qui ont refusé ce rôle-là, mais Dennis Hopper, il le voulait absolument. Mais je peux comprendre pourquoi. Puis je pense qu'il n'y a personne d'autre que Dennis Hopper vraiment comme... Ouais, il est failé, ce gars-là. Il est vraiment failé, ouais. Je sais pas dans la vie, là, mais il a l'air. Non, mais je pense qu'il n'était pas dans les méthodes acteurs. Ouais, il était dans la clique de Nicholson, tout ça. Là, je sais pas si c'était méthode pure, là, lui. Mais il était là dans les années début 60, l'espèce de... Ouais, fait que lui, il était game de rentrer. Ben, c'est ça, il y a souvent ce type de personnage-là qui est ultra violent ou vulgaire, d'une intensité qui clash. Dans Lost Highway, on a Monsieur Eddie, ou même dans Mulholland Drive, t'as des personnages du producteur qui va péter une coche. T'as un peu ce personnage-là over the top, ou Bobby Pirou dans Wild at Heart, interprété par excellent Willem Dafoe. Puis il y a beaucoup de violence gratuite. Oui. Et de nudité gratuite, je pense que ça vient dans le même paquet. Espèce de... Tout à fait. C'est le bout, des fois, je comprenais pas sa fascination à montrer cette violence-là, autre que être comme un peu genre... C'est ça, l'écho de la critique de la société. Ramener le miroir de la société. Ouais, c'est sûr que ça, dans Wild at Heart, c'est très frappant. On va y revenir, mais le rêve est super important dans Lynch. Là, ça commence un peu, mais pas tant que ça. C'est la réalité, mais la réalité a des... c'est cauchemar réveillé. Un cauchemar réveillé, exactement. Oui, c'est ça. Il s'est mis le pied dans un engrenage, puis il vit cette bulle de cauchemar-là. Mais tu sais, le fait que tu as comme le début qui est relativement calme, là, tu sais, ou son père qui fait une crise. C'est ça. On dirait qu'il se fait tirer dans la gorge, mais... Non, il fait une crise cardiaque. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, c'est comme jouer comme ça. Ouais. Puis la fin, tu sais, il y a comme des calmes que tu te dis, ce milieu-là, c'est pas que c'est un rêve, mais ça en a un cauchemar tellement, tu sais, comme tu fais, ça se peut que c'était... Ça se peut que c'était pas vrai, peut-être. Mais c'est pas un truc important. C'est pas t'es pas en train de... C'est pas important. C'est jouer un peu off aussi. Là. C'est jouer un peu soap là, par bout. Là, il y a déjà ça. Évidemment, dans Twin Peaks, c'est très présent. Ouais, je garde ça pour Twin Peaks et Wild at Heart. En tout cas, mais il y a déjà... Mais ça commence, mais We c'est live loin. in a strange world. C'est tellement pas naturel et le naturalisme n'existe pas vraiment de toute façon dans son cinéma, sauf dans The Straight Story. Ouais, que j'ai pas vu. Mais c'est ça. C'est super bon. Allez le voir, mais ça n'a aucun rapport dans son cinéma. Donc, ça n'a pas vraiment rapport dans l'analyse puis dans ce qu'on essaie de faire dans le podcast. Fait que c'est pour ça qu'on va le mettre de côté. Cela dit, c'est un très bon film. Là, c'est très naturel. Mais sinon, ce qui est lynchien, c'est zéro naturel. Alors, on peut passer à Wild at Heart. Ouais. Qui a gagné la Palme d'Or, une des Palmes d'Or les plus controversées, j'imagine, de l'histoire de Cannes. Une Palme d'Or huée. C'est Bernardo Bertolucci qui était le président d'honneur. Un film qui, par la suite, a peut-être eu des meilleures notes. Ça a été revu un peu, je pense que... Mais sur le coup, ça a choqué, je pense. On s'entend, on parle de violence depuis tantôt. Ça, il y en a beaucoup. Je pense que ça prend 10 secondes avant qu'il y ait de la violence. 10 secondes dans le film et on a une grosse toune de métal avec une scène de bataille couteau ultra violente. C'est même plus la bataille à la fin. Il fait juste éclater la tête sur le plancher. Ouais. Mais exactement. Là,
c'est pas subtil. Il y a Non. rien de subtil. Non, et ça. c'est ça que j'aime. C'est pas mon préféré, mais le fait que tout est tellement dans ta face, on va abuser, on va te montrer des scènes de sexualité frontale, mais on va t'en montrer plein avec des filtres de couleurs, on va te mettre tous les filtres. Ça va être too much. On va juste exagérer tellement pour que tu sois plus capable d'en voir. Donc, il y a ce côté-là et il y a le côté, je pourrais dire, plus romantique qui est en même temps. Donc, on a un personnage qui est crooner, qui est l'âme réincarnée de Elvis Presley. Elle, un peu Marilyn Monroe aussi, on pourrait dire. Mais dans un climat de violence. Cette dualité-là, moi, c'est ce que j'aime beaucoup du film. Là. Faut que je sois honnête, j'ai pas été capable de finir ce film-là. J'ai incapable, j'ai arrêté après 1 heure. Je voulais essayer de me rendre à Bobby Pérou, là, mais incapable. Je sais pas, mais c'était trop challengeant. Là, on rentrait dans la partie que moi, j'aime pas. Ça commence à être challengeant, effectivement. Il y a 2 affaires. Le Twin Peaks, parce que j'ai l'impression qu'il faut en parler en parallèle. C'est fait en même temps. C'est fait en même temps. Bon, évidemment, Twin Peaks, on n'est pas dans la main. C'est pas C'est pas pareil, là. C'est pas pareil, mais il y a un ton. Il y a quelque chose dans le mood. L'espèce de feel out. Le soap opéra et le côté plus weird. Tu sais, dans Twin Peaks, c'est plus surnaturel-ish rêve. Dans l'autre, ben là, c'est plus violence et nudité. Mais c'est ce pattern-là de dualité. Et moi, c'est ça, je me suis rendu compte, c'est vraiment le côté soap opéra me gosse plus que tout au monde. Et je pense que c'est là que rentre dans mon reine, c'est là, c'est le bout que je fais. Parce que Lost Highway, même s'il y a des moments, je suis comme, il y a des. Tu sais, j'ai aimé ça, j'ai aimé All In, même si je suis comme, si, OK, pour des trucs. Eraserhead, Blue Velvet, même Blue Velvet, je fais, c'est nice. Puis là, je suis comme, pourquoi ces deux-là me gossent? Mais c'est le bout de soap opéra me tue, pas vrai. Puis c'est correct, mais moi, je sais pas, c'est que ça me gosse le côté surjoué. Puis je comprends qu'on est dans. Déjà, c'est des rêves, puis des affaires weird, puis le monde parle à l'envers, puis tout ça. Mais ça, j'aime ça. C'est le bout comme. It's a beautiful world. Je sais pas trop quoi. We live in a strange world. Puis je suis comme. Non, ça me gosse. Un peu. Puis on dirait que Blue Velvet, pas Blue Velvet, Wild, on dirait que. Je comprenais pas pourquoi il était si intense. On dirait que c'est ça qui me gossait. Je suis pourquoi c'est aussi over the top, genre pourquoi ça crie comme tout le temps. Je suis comme puis là, il veut pas dire pourquoi, avec là je suis comme j'ai pas été capable. C'est plus hystérique, évidemment. Il a pas écrit ce film-là. Ouais, c'est un livre. C'est un livre qui n'était pas terminé au moment où il a découvert le livre. Puis il a changé à la fin. Oui, il a changé la fin. Donc, c'est pas pour rien que ça ressemble au reste de son cinéma. Il se l'est approprié, cette œuvre-là. Et il a même coécrit Lost Highway avec cet auteur-là. OK. Mais c'est ça part d'un roman. Et je pense que le fait que c'est Nicolas Cage, ça fit tellement. Je sais pas si à l'époque, on se disait ça parce qu'il était moins connu, mais maintenant, tu sais, Nicolas Cage, c'est un archétype du héros américain ultra surjoué. Tu sais, je reviens à la scène du début. Paf, il se bat, il s'allume une cigarette à côté sur le mur, il pointe la belle-mère avec un air zéro naturel, comme poster de pochette. Cette manière-là de se tenir, il l'a fait dans plein de films. Oui, par la suite. Dans tous ses films, là, il est tout le temps comme quand il pointe quelqu'un, l'espèce de cool guy, là, c'est comme. Parce que je pense qu'il est comme de même. Nicolas Cage, il a l'air vraiment fucking weird dans la vie. Oui, exactement. Je sais pas si Lynch l'a su ou tu sais, là, parce que c'est ça, vu que t'es pas connu. Mais peut-être que ça commençait à sortir les branches que lui, il est whack entre les... En même temps, sûrement qu'il a apporté beaucoup de lui-même, Cage, dans le rôle, parce que même le suit en peau de serpent, c'était à lui. Ça donne une idée, puis c'est lui qui a proposé à Lynch, ça serait cool que je porte ça. Et justement, quand elle lui dit, c'est Lula qui donne le code, puis elle dit, ça exprime la liberté. Tu sais, c'est zéro, on va mentionner le symbolisme du veston, tu sais. Et moi, j'aime beaucoup la scène aussi qui est dans un show métal encore avec Powerbad qui joue. Et là, il arrête tout puis il chante du Elvis. C'est ça l'humour de Lynch aussi. C'est sa manière de se moquer de nous, peu importe. Là. Non, c'est ça. Moi, ça me fait rire. Ça me procure des émotions de façon weird. Ça c'est clair. Il n'y a personne comme Lynch. Lynch par moment me fait rire, par moment me fait très peur. Il peut me faire verser une larme, mais toujours d'une manière que
personne d'autre réussit à le faire. Mais dans une manière inattendue aussi, parce qu'il fait pas un style, il fait pas un film que ça, c'est un film d'horreur, mesdames et messieurs. Non, ça va être un thriller, mais à un moment donné, tu vas avoir un moment d'horreur là, viscéral qui te hante, là, mais qui te hante. C'est fascinant à quel point il arrive à faire ça out of nowhere. Et justement, moi aussi, le soap, c'est pas quelque chose qui, à la base, me plaît. Même que, regarde, on s'entend, c'est risible, c'est dégueulasse même, j'aime pas ça. Mais avec lui, là, j'embarque plus dans Twin Peaks pour cette portion-là, mais avec la musique d'Angelo Badalamenti, qui est écœurante, je pense que c'est la meilleure trame sonore de tous ses films. La musique de Twin Peaks, et qui est un leitmotiv et qui revient tout le temps. Là. Mais des fois, elle embarque et c'est tellement une toune qui est ultra larmoyante. Mais c'est fromagé. Là. C'est cheesy en masse. Mais Colin, fromage. Ça vient me chercher. J'arrive pas à l'expliquer autrement, mais en même temps, c'est clair que ça en repousse plusieurs. Là. Mais tu sais, quand j'écoutais Twin Peaks, là, puis on travaillait ensemble, là, je faisais des updates. Des fois, je prenais des pauses. Ouais. Tu fightais, là. Je me battais, mais ultimement, les épisodes que j'ai le plus détestés, c'est quand Lynch n'était pas là. Il n'y en a pas réalisé beaucoup, first. Ouais. Dans les 2 premières saisons, il en a réalisé 6 sur 30. Oui, c'est ça. Mais évidemment, il a coécrit tout ça avec Mark Frost. Oui, c'est ça. Mais il y avait des slumps, il y avait des bouts que là, c'était comme 3 épisodes de soap. Ouais. Puis c'était comme, puis là, un moment donné, il y a un épisode qu'on voit David Lynch, réalisateur. Et là, soudainement, j'étais comme, dès les premières images, même s'il y avait des bouts de soap dans son truc, c'est comme, tu le voyais quand c'était lui qui arrivait. Genre, il y avait comme quelque chose, seulement un cadrage qui n'était plus pareil, il y avait quelque chose qui osait. Puis là, les autres tombaient dans le serial, là, que là, ils prenaient l'espèce de, c'est ça, l'esthétique, là, puis on le fait, puis il y a comme une série de gens qui essaient de poursuivre la patente, mais tu sais, le bout fanboy un peu intense, c'est beaucoup Twin Peaks. Là, il y a comme un culte. Il y a un culte, définitivement. Tu sais, oui, le reste, là, mais on dirait que ça, il y a quelque chose. Puis là, quand tu commences à pointer, mais comme, il y a 6 épisodes qui servent à fuck up. Là, mais tu sais, OK, mais là, c'est pas du génie. S'il y a des affaires qui sont pas, tu sais, comme, c'est plus de génie. Il y a des bouts hot. Il y a des bouts vraiment hot, génial. Mais il y a un truc à écrémer, là. Il y a un truc à resserrer. Puis je comprends que Lynch aime ça jouer avec notre patience, jouer avec les patentes, mais c'est ça. C'est ce bout-là qui est comme un peu qui me confronte trop. Je sais pas. C'est confrontant. Non, tout à fait. Juste comme OK, c'est avance, Seigneur. Puis surtout avec notre regard d'aujourd'hui, tu sais, la télé, ça a changé, là. Puis là, je fais un petit aparté, mais tu sais, j'ai voulu me taper, je me suis dit, X-Files, j'aime ça un peu cet univers-là. Je me rappelle avoir vu des épisodes avec mon père quand je trouvais ça hot. Genre, je me retaper, j'ai commencé la première saison, puis je suis comme, moment, c'est lent. C'est très lent, c'est des 45 minutes, là. C'est comme, mon Dieu, ça avance pas, là. Non, c'est ça. Parce que c'était ça, c'est début 90, là, tu sais. C'est dans les mêmes années, une couple d'années après Twin Peaks, peut-être, là. Twin Peaks a évidemment marqué la télé, là. Peut-être pas le premier, mais le premier majeur à avoir amené justement cette vision-là du cinéma à la télé, qui a influencé Lost jusqu'à Breaking Bad puis Stranger Things, là. Et cette série-là, c'est qu'elle regroupe justement un côté détective, évidemment, le slapstick comédie. C'est là qu'il y a le plus d'humour dans toute son œuvre, je pense, parce qu'il y a de l'humour ici et là. Il y a des scènes drôles dans Mulholland Drive, il y a des scènes drôles ailleurs. Mais là, tu as des personnages, les personnages au poste de police, Andy, tout ça, qui pleurent tout le temps. Exact, ils sont très slapstick, burlesques un peu. Ça, c'est nice, là. Mélangé avec de l'horreur, il y a des scènes dans Twin Peaks qui me hantent, là. Je veux pas trop spoiler rien, mais tu sais, il y a des personnages que quand ils apparaissent, tabarouette, j'en fais des cauchemars la nuit, là. D'ailleurs, ce personnage, tu veux pas spoiler, mais dans Eraserhead, il y a une shot au pied d'un lit. Au pied du lit. J'ai pensé à ça, qui est pas dans l'horreur, là, parce que c'est pas dans cette espèce de shot-là, t'es au bout du lit, puis un peu une face weird, parce qu'on ne catch pas qu'il avait enlevé la valise en dessous du lit, mais comme. Puis là, je fais OK, tu sais, c'est ça, il y a comme des cadrages, des trucs, des idées qui macéraient dans sa tête. Genre, Tout à fait. Bien, justement, là, il fait peur, là où tu t'en l'attends pas, mais je peux développer un peu sur ce plan-là. C'est quelqu'un au bout d'un lit qui t'observe, le gars, c'est tout. Là. Mais évidemment, tu rajoutes de la musique à ça, mais rajoute aussi le fait que c'était dans l'intimité du personnage, puis quand tu t'en vas te coucher le soir, tu risques de penser à ça, veux pas. J'ai noté de quoi ici, moi. La maison n'est pas un refuge. Oui.
Puis on peut bandir sur Lost Lost Highway. Highway, effectivement. Mais Twin Peaks, il y a un peu ça. Même Eraserhead, là, il est dans son appart, puis c'est comme... Ça, il est pas bien. Ouais. Il est pas bien, là, tu sais. Puis Lost Highway, il y a une scène là, magique là, qui est juste un dialogue, mais c'est un dialogue qui fout la chienne. Qui fout la chienne. Mais parce que ça vient nous toucher dans... Normalement, t'es chez vous, il y a comme cette espèce-là. Tu sais, l'idée du refuge, comme c'est à moi ici. ici. C'est la safe zone, là. C'est ça. Puis là, de savoir qu'il y a quelqu'un chez toi... Pas très rassurant. Puis là, on est dans le truc Lynch complètement weird du gars qui parle devant toi, mais qui dit « Je suis chez toi aussi. » En ce moment. Appelle chez toi, il appelle, le gars, il répond. Puis là, t'es juste... pas bien. Ouais, ben c'est surtout que la scène, on est dans un party où lui s'en fout un peu. Il voit l'homme apparaître au loin, qui est Robert Blake, et puis comme maquillé blanc semi, il est clairement plus pâle. Ouais, mais pas, ça, pas comme, intense, là, mais pas théâtre. Mais il est sur le bord d'être un genre de Nosferatu, un peu vampirique. Et dès qu'il s'approche de Bill Pullman, le son on drop. va parler du travail du son. C'est là. ça. On n'a pas de temps à parler. On là. n'entend plus le party, on entend un room tone de plus en plus intense. Et là, c'est comme on n'entend plus rien, on voit plus rien. Ça se passe juste entre les deux. Et c'est vraiment que le son, parce que c'est même pas visuellement, il n'y a pas de tamiser les lumières, il n'y a pas un follow spot sur les deux. Tu sais, comme d'autres t'aurais pu faire. Puis c'est un peu cool. filmé, un peu washé. Là, il n'est pas reconnu par une DOP très stylisée, artsy, là, de toute façon. Là. Mais c'est avec le son que c'est son arme là, de cachée, de prédilection pour vraiment changer le mood, tweaker les scènes. Là. C'est ça, c'est que j'ai l'impression en écoutant, en avoir écouté ces trucs, c'est que Lynch, c'est pas... Là, je vais dire de quoi, puis faut pas le prendre mal, mais c'est pas un réal ultra visuel. Non. Le cadrage, il y a plein de trucs, le feu, on va pas parler du feu encore, mais le feu, mais il y a plein d'images marquantes. Là, il y a des images marquantes, il y a une scénographie, il y a des affaires. C'est ça que tu remarques, mais pas tant. C'est pas son affaire qui est le plus à l'aise, on dirait. C'est pas des belles images. L'idée du soap, il filme aussi des fois un peu comme un soap, c'est-à-dire une lumière qui est très frontale, washée. Il n'y a pas de pas de profondeur. Mais des fois, puis là, il va comme péter ses lèvres, puis là, c'est comme super contrasté. T'sais. Mais sa force, c'est le montage et le son. Là, l'histoire, ça commence. Un couple, quand même, j'imagine, assez riche. On a l'air d'avoir une belle maison. Là, puis il joue du jazz. Il joue du... Ouais, je sais bien. Mais en tout cas, c'est un... et il reçoit une cassette. C'est son appartement qui est filmé, mais juste le footage de ça fout la chienne. Ouais. Un pan clairement sur trépied, là, c'est pas homemade. Ouais, là, ben parce que mais avec une qualité gritty. C'est ça, c'est que c'est comme clairement des petites handycams qui commençaient à être plus populaires, la cassette, qui donne un rendu dégueulasse, mais super sharp dans l'espèce de mouvement. Avec un dolly-in super contrôlé. Dans l'autre qu'on voit, il rentre, là, c'est comme steadicam, super clean. Puis là, on dirait que c'est là que ton cerveau fend. Parce que c'est juste... Même si tu t'en rends pas compte, c'est ça qui rend l'étrangeté de l'affaire, parce qu'on est habitué de voir cette image-là, handicam, parce que nos parents la tenaient à la main, puis ils nous filmaient, puis là, filme grand-papa, j'aime ça, puis là... Mais là, c'est super smooth. Ouais, et c'est ça qui fait peur, c'est que là, une des cassettes, il se voit, lui, en train de dormir avec sa femme. Tu fais, bon, ben la personne, peu importe, est rentrée chez moi pour filmer ça, ou peut-être pas, on sait pas, c'est là qu'on est confus. On passe du noir et blanc / couleur, on revient noir et blanc avec des éclats de son exagérés, intensifiés, vraiment plus fort que le reste. Puis, tu sais, il utilise beaucoup la surimpression, une image qui arrive, qui repart. C'est ça, quand je parle, tu sais, le montage et son ami, là, il va comme nous popper des fois juste un plan, qui revient. Puis c'est comme, j'ai vu quoi, je le sais pas. Ouais, c'est ça. Des fois, on sait même pas ce qu'on a vu, mais qui vient comme nous déranger encore plus. Bon, ce film-là est assez particulier parce qu'il y a une cassure avant même le milieu, là, au tiers, il y a une cassure du film. On va changer les personnages. Ouais. Il aime changer un peu la tangente. Déjà, dans Wild at Heart, tu avais ça. Tu suis une histoire, puis finalement, c'est plus vraiment ça l'objectif. Okay, on va se tasser ailleurs. On va changer le focus ailleurs, tu sais. Ça a été souvent dit, des fois comme une insulte, mais des fois comme un compliment, mais le fait qu'il est manipulateur, tu sais. Oui. Donc là, il faut il faut au cinéma. Oui, c'est ça. Tu sais, que tu regardes un drame bien normal, puis que tu te mets à pleurer, tu t'es fait manipuler parce que c'est juste une série de photos qui bougent. Ouais.
qui sont montés ensemble, il y a une musique, puis l'émotion est là. C'est pas juste par empathie, là, c'est qu'il vient trigger. Puis lui, c'est ça, c'est qu'il essaie par l'absurde et le surréalisme, les affaires. De lui aussi tirer les ficelles, c'est juste que c'est moins facile pour la majorité des gens. Puis moi y compris, des fois, c'est ça. Il y a des ficelles qui tirent, puis je suis comme, je sais pas où. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette ficelle-là, mais elle n'est pas attachée nulle part sur moi. Mais c'est ça, c'est qu'il va juste te manipuler, fait qu'il va juste te montrer quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose que le personnage voit, c'est quelque chose que le personnage pense. C'est son subconscient que tu es en train de voir peut-être. Ouais, tu sais, le rêve pour David Lynch, la logique du rêve vaut la réalité et vice-versa. Il y a presque plus de frontières entre les deux. Ouais, dans Twin Peaks, c'est beaucoup ça. Le personnage de Dale Cooper va avoir des rêves et ça va l'aider à élucider le meurtre de Laura Palmer. Comment un rêve peut te donner la clé à quelque chose de réel, mais c'est comme ça. C'est comme ça dans son univers. Il faut que tu l'acceptes. Et dans Lost Highway, il va changer les personnages, mais il va avoir un miroir avec ce qu'on a vu. Donc, les personnages sont dédoublés, les lieux, on les revoit, mais de différentes façons. Donc, est-ce que c'est un univers parallèle? Est-ce que c'est la conscience d'un des personnages? Est-ce que c'est subconscient? Après ça, l'interprétation que tu en fais, évidemment, Lynch n'explique rien. C'est parce qu'il est très inspiré par la peinture aussi. Hein? Puis tu regardes une peinture, tu peux la regarder vraiment longtemps, tu peux la revoir plus tard, tu vas découvrir autre chose dans la peinture. Donc, c'est un peu ça, je pense, l'expressionniste qui aime transmettre dans une œuvre cinématographique. T'sais. Puis moi, je comprends pas tout. Je suis pas un génie. Je suis pas en train de dire j'ai tout catché. J'ai juste vu souvent, regardé des vidéos, écouté, j'ai lu des affaires. Puis des fois, je mets le doigt sur quelque chose qui me satisfait. Je suis comme, ça, pour moi, ça fait du sens. J'aime ça, cette explication-là. J'apprécie encore plus l'œuvre. Et je sais que c'est une des explications. Il y en a d'autres. Puis même que je veux pas entendre les autres parce que c'est elle que j'aime. Moi, avec Mulholland Drive, c'est mon film préféré. De tous les temps, c'est pas le meilleur, vraiment pas, mais c'est mon film préféré. Mais allons-y. C'est juste que je veux plus en lire sur ce film-là. Je veux plus rien voir depuis un bout. Même qu'on n'en parlera pas. Non, mais je veux en parler, mais dans ma recherche, j'ai essayé de pas trop en écouter parce que je suis tellement satisfait avec ce que j'ai compris. Je veux pas, changer d'opinion. Voilà, ça, je comprends tout à fait. Moi, je suis pas sûr que j'ai une opinion sur qu'est-ce que c'est que l'histoire. Il y a des trames plus claires, mais il y a comme de quoi, on dirait, Lost Highway puis Mulholland Drive, ils ont quand même une parenté dans l'idée du double. Le double, le personnage qui switch, mais là, c'est la même actrice, mais qui change de nom. Mais, il y a vraiment une parenté, les deux se passent à LA. Clairement, il y a comme une critique là-dedans aussi. Dans Mulholland Drive, il y a une scène très claire. Très claire, on sait que il ne pouvait pas être plus clair dans la critique de comme les il y en avait sur le cœur aussi, sur l'industrie, là, évidemment. Les producteurs véreux qui imposent des affaires qui ont l'air des gros dégueulasses. Ils comparent à la mafia, là, dans le fond, carrément. Là. Mais tu sais, clairement, justement, les deux frères qui arrivent, là, il a donné des noms italiens pour faire un lien un peu mafia, mais moi, tout de suite, dans ma tête, qui j'ai pensé, c'était les frères Weinstein. Peut-être, hein? Deux gros qui font comme, là, tu fais ça, puis c'est Chris du cinéma. Vraiment? J'ai comme eu ça, mais il a donné un nom italien pour faire comme, on va faire mafia. Je serais pas Weinstein. Il y a clairement une critique à ça, en tout cas. On va se croire. Mais, je sais pas ce que je voulais dire sur Mulholland Drive. Pour expliquer Mulholland Drive, en fait, c'est juste que ça a commencé comme une série télé. Oui, c'est ça. C'était un pilote à la base. Il a filmé le pilote. Même que ce que j'ai lu, c'est qu'il voulait faire une espèce de spin-off de Twin Peaks. C'était pas supposé être Naomi Watts, c'était supposé être le personnage d'Audrey Horne dans Twin Peaks, qui a comme un sideline d'actrice, je sais pas trop. C'était pas clair. Finalement, ça n'a pas été ça. Il y a vraiment fait une division entre les deux. Là. Ce n'est pas une suite, c'est autre chose. Vraiment pas le même univers. Mais c'est un pilote télé d'une heure ou 1h30 qui a été cancellé, qui n'a pas marché. Et finalement, il y a eu d'autres idées. 1 an plus tard, il a refilmé, je pense qu'il a filmé d'autres scènes. Il n'a pas refilmé les scènes, il a juste ajouté des scènes et il en a fait un long métrage qui a gagné la meilleure mise en scène à Cannes, ex aequo avec The Man Who Wasn't There des frères Coen en 2001.
On le pointe souvent comme étant un film très difficile, incompréhensible, mais c'est peut-être pas le plus incompréhensible, c'est juste que c'est un des plus connus. Donc, évidemment, quand tu dis Lynch à des gens qui connaissent un peu, vont dire « Ah ouais, Mulholland Drive, j'ai vu ça quand j'étais jeune. » Comme tu as mentionné en début d'épisode, ça a eu une certaine spotlight. Donc, ça a été vu par beaucoup de monde, puis sûrement détesté par beaucoup de monde. Et là, il y en a beaucoup qui en parlent peut-être en mal ou en disant ça, c'est l'archétype du film d'auteur qu'on comprend rien. Là. Ouais, c'est ça. Puis évidemment, je pense que c'est ce qui fuck les gens, c'est la boîte bleue. Ouais, évidemment. Puis même que, tu sais, juste avant de m'en venir, je le disais un peu, puis même Lynch, c'était comme moche. Mais tu sais, des fois, tu sais pas, c'est parce que Lynch veut tellement pas te dire. Ouais, qu'il aime aussi bien dire que lui-même comprend rien. Ouais, ça fait qu'il dit, je sais pas c'est quoi la boîte bleue non plus. Fait que là, je sais pas s'il troll. Tu sais, c'est ça qui. C'est que des fois que je pense qu'il choque les gens. Il joue le noir, le détective, l'enquête. Et c'est jamais résolu ou pas. Who Killed Laura Palmer, c'est pas vraiment répondu. Oui, mais ça ouvre encore d'autres questions. C'est ça, puis je pense que c'est ça qui peut frustrer des fois les gens, qui peut me frustrer par moment, mais c'est pas l'affaire qui me gosse le plus, là, mais l'espèce d'idée de t'embarques, tu sais, puis même des fois, je réfléchis ça, tu sais, j'embarque. Ah ouais, OK, c'est quoi? Puis là, je suis comme, arrête d'embarquer. Arrête d'embarquer. Tu n'auras pas de conclusion satisfaisante si tu focuses sur cette trame-là. Moi, je trouve que c'est évidemment son meilleur. C'est celui qui se tient le mieux. Il y a tous ces clichés sont là. Et c'est celui qu'on peut relate un peu plus sur les personnages aussi. Je trouve que le duo de femmes... sais, même s'il y a d'autres histoires parallèles, puis que c'est segmenté, mais je trouve qu'on care beaucoup pour ces deux-là. On s'attache beaucoup. Puis cette trame-là est pas si weird. Évidemment, elle s'empire là, vers la fin, mais il y a quelque chose la qui boîte bleue. Ouais, c'est ça. Mais avant la boîte bleue, il y a quelque chose qui est assez concret, le côté détective qu'on avait justement dans Blue Velvet. Ouais, parce que c'est ça. Tu sais, quand il y a le switch à la fin, c'est ça. Tu sais, même si je te gosse puis je veux que tu m'expliques, là, mais c'est pas... Tu sais, je vivais bien avec l'espèce de switch de nom, puis comme, tu peux te dire des deux bords, tu peux te faire comme, elle vient de se réveiller, puis ça, c'est le vrai shit, puis comme, elle imaginait qu'elle allait être la nouvelle actrice, puis qu'elle arrivait, puis qu'elle voit son ami, mais là, finalement, tu vois qu'elle se fait, dans la vraie vie, elle se fait comme un peu écraser par tout ça. C'est ça. Moi, je l'ai pris de même, une espèce de jalousie fucked up qui l'amène dans une folie. Au même titre que Lost Highway aussi. Tu sais, ça joue avec la jalousie, quasiment, c'est un côté schizophrène. Là. Il y a des trucs que je comprends, puis il y a des trucs que je comprends pas, mais ça me dérange pas de pas les comprendre parce que j'aime l'idée. Le Club Silencio, il est weird. C'est un lien avec la boîte bleue. Je comprends pas tout, mais je trouve ça beau. Je trouve ça créativement intéressant, original. Puis il y a des fois où le fait que je comprends pas, là, va me fâcher. Parce que je vais pas rien trouver de beau, rien trouver de nice. Et là, on parlera pas d'Inland Empire, mais c'est son film d'après. C'est peut-être un des pires films que j'ai vu. Il est aimé par une certaine partie de ses fans, j'ose croire. J'ai entendu des explications. Je comprends qu'est-ce qu'il a voulu faire, mais je n'aime pas le film. Je suis pas capable d'embarquer. Je décroche et c'est 3 heures de temps. C'est interminable à mes yeux pour moi. Mais dans Mulholland Drive, je trouve que le tout est solide. Ouais. Écoute, j'espère qu'on a réussi à, j'espère. Décortiquer qu'est-ce qui fait qu'un film de Lynch, c'est Lynch. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un exercice qui était le fun à faire, mais qui était challengeant. Ouais. Et puis, moi, je vous encourage à, si vous voulez commencer par ces bulletins de météo sur YouTube. La meilleure entrée en matière, je pense. C'est plus doux, c'est moins long, 5 minutes. Il vous dit bonne journée. Tout va bien. Après. Ah ouais, il n'y a rien de surréaliste là-dedans.